Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un top 10 de mes meilleures lectures depuis ce début d'année 2025. Et l'année n'est clairement pas terminée, donc ce classement risque de bouger et d'évoluer d'ici janvier 2026 quand on se retrouvera pour faire un gros débrief final. Et j'ai découvert tellement de livres incroyables cette année que ça a été très compliqué de les départager. Mais je me suis dit que ce serait déjà très sympa de se faire un premier jet ensemble et de vous dévoiler ces lectures qui pourront peut-être vous donner quelques idées pour la rentrée littéraire. Et dans mon dernier update lecture, je vous avais parlé d'un livre qui avait été un énorme coup de cœur, mais j'attendais le bon moment pour vous le dévoiler. Et ça tombe bien parce que je vais enfin pouvoir vous en parler. Et je tiens quand même à préciser, même si vous l'aurez certainement compris, que ce soit de la 10e à la première position, ce sont toutes d'excellentes lectures. C'est des livres dont je vous ai pas encore parlé pour la grande majorité, donc je suis vraiment hyper excitée à l'idée de vous les dévoiler. Et je vous le dis à chaque fois, mais c'est un format que j'adore faire parce que ça rassemble vraiment les livres qui m'ont le plus marqué, mes plus gros coups de cœur. Et d'ailleurs, j'espère que vous aussi, vous avez fait de très belles découvertes cette année. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, quelles sont vos meilleures lectures. Et comme d'habitude, installez-vous confortablement, attrapez votre tasse de thé ou ce qui vous fait plaisir puisqu'on y va, c'est parti. Et on démarre à la 10e position avec un roman dystopique qui m'a complètement retournée, qui nous parle de complot politique mais aussi de romance. Il s'agit de The Book of Ivy, qui est donc une duologie écrite par Amy Angel aux éditions Lumen. L'histoire, elle se passe dans un monde post-apocalyptique, 50 ans après une guerre nucléaire qui a tout détruit. Et cette guerre laisse place aux réjouissances puisque depuis, des familles s'affrontent pour le pouvoir et c'est celle d'Ivy qui a perdu. Depuis, en fait, les enfants de ces familles sont contraints de s'épouser lors d'une cérémonie qui se répète chaque année, qui est une sorte de rituel qui permet de maintenir la paix entre tous les clans. Et cette année, c'est au tour d'Ivy. Sauf que c'est pas un simple mariage arrangé et c'est ce qui rend cette histoire passionnante. Ivy, elle a été élevée dans un but bien précis, celui de tuer son futur mari qui est donc Bishop, le fils du président. Est-ce que vous voyez le problème arriver? Ivy se retrouve dans une position franchement pas confortable, tiraillée entre le poids de sa mission et de ses propres doutes. Et ce que j'ai adoré, c'est tous ces ingrédients qui fonctionnent hyper bien ensemble, que ce soit le côté mariage arrangé avec les trahisons, les secrets et les luttes de pouvoir. Ça crée vraiment un cocktail explosif. Et au final, ce qui fait que ce livre se retrouve seulement en 10e position, c'est qu'il y a juste un tout petit truc qui m'a un petit peu dérangée. Je trouve que la fin du tome 1, elle casse complètement le rythme, dans le sens où en fait c'est au moment où je me suis dit: «Ah ouais, ce livre vraiment, ça va être un coup de cœur», c'est au moment où ça se termine sur le tome 1 parce qu'il y a une coupure, ça casse vraiment le rythme et quand je vois la taille des livres, je me dis que franchement, ça aurait pu faire un seul et même livre parce que la coupure du tome 1, elle est trop brutale. C'est vraiment une fin, intense et c'est vrai que c'est difficile de juger, en fait, cette duologie dans son ensemble parce que j'ai pas encore lu le tome 2, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si le tome 2, il est aussi bien que ce tome 1, ça pourrait clairement devenir un énorme coup de cœur et surtout se retrouver beaucoup plus haut dans un prochain classement. Donc j'ai hâte de l'avoir lu pour vous en parler et vous dire le verdict final. On passe maintenant à la 9e position avec un roman qui risque de vous surprendre, un roman qui m'a vraiment bouleversée. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous le savez peut-être maintenant, mais je lis beaucoup de fantasy ou de fantastique, tout en fait ce qui va toucher à la littérature de l'imaginaire. Et même si je lis d'autres genres littéraires aussi, c'est vrai que ça reste assez rare que ces livres en question terminent dans un de mes top 10. Et ce roman, c'est 1000 baisers pour un garçon, écrit par Tilly Cole aux éditions Hachette Roman. Et pour être honnête, je savais que ce livre, il était dur émotionnellement parlant, mais je pensais pas que j'en ressortirais autant impactée.
C'est un livre qui m'a marqué en profondeur et s'il est seulement en neuvième position, c'est parce que c'est pas trop mon registre de lecture habituel, mais je voulais absolument vous en parler parce que ce livre, il m'a complètement retournée. C'est l'histoire de Poppy et Rune, 2 âmes liées depuis l'enfance qui pensaient que rien ne pourrait jamais les séparer. Jusqu'au jour où Rune est repartie en Norvège et que Poppy a soudainement cessé de lui répondre. Derrière ce silence se cache un secret qui est au cœur de ce roman et leur histoire va alors prendre une tournure à la fois magnifique et bouleversante. Et ce qui m'a particulièrement marquée dans cette romance, c'est toute la poésie qui s'en dégage parce que l'autrice, elle utilise beaucoup de métaphores et ça rend ce récit magnifique. Et par exemple, les fleurs de cerisier, justement, sur le jaspage et sur la couverture, c'est justement une de ces métaphores utilisées et ça apporte une symbolique tellement forte et tellement puissante à cette histoire. C'est un roman à la fois doux et déchirant qui nous rappelle à quel point la vie peut être à la fois belle mais aussi très fragile. Et j'ai vraiment eu cette sensation un peu étrange de voyager à travers les souvenirs de Poppy par moments et je me dis que franchement, si toutes les romances étaient aussi poétiques, je pense que j'en lirais beaucoup plus souvent. On enchaîne avec la huitième position et cette fois-ci, on retourne dans un univers magique avec non pas un roman mais un manga puisqu'il s'agit de L'Atelier des sorciers écrit par Kamome Shirahama aux éditions Pika qui est, je pense, aujourd'hui mon manga préféré de tous les temps. Ça peut paraître un peu excessif, mais avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment mon manga préféré. C'est un manga dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, sauf que récemment, j'ai lu le tome 5 et en avançant dans la saga, ça m'a donné envie de vous en reparler, surtout avec ces magnifiques éditions collector qui viennent tout juste de sortir. C'est une édition qui retranscrit à merveille ce côté un peu magique, un peu grimoire de sorcellerie qui fait vraiment tout le charme de cet univers. L'histoire, elle est assez initiatique puisqu'on suit Coco, une petite fille fascinée par la magie qui découvre par hasard le secret de cet art et se retrouve malgré elle entraînée dans le monde des sorciers. Et c'est comme ça qu'elle devient la disciple du professeur Keffray et commence un parcours semé d'épreuves dans un monde magique à la fois fascinant et dangereux. Mais ce qui rend l'atelier des sorciers si unique à mes yeux, ce sont clairement les dessins. J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point j'adore le trait de Kamome Shirahama. Il y a tellement de détails. Il y a ce truc un peu ancien, un peu médiéval qui colle hyper bien avec le style de la sorcellerie. Et ça crée une ambiance vraiment incroyable. On a envie de se téléporter à travers les dessins, même si l'univers n'est pas tout gentil, il y a quand même des côtés plus sombres. Mais à côté de ça, on a des dessins tellement féeriques, tellement beaux qu'on a envie de se téléporter dans cet univers. Et je compte bien tout relire depuis le début, déjà parce que les planches, elles sont beaucoup plus grandes, donc visuellement, ça va être beaucoup plus beau parce qu'on va repérer encore plus de détails et au-delà de ça, l'objet livre en soi est tellement atmosphérique. Là, on a vraiment une sorte de grimoire magique entre les mains, donc je pense que l'expérience de lecture va être encore mieux. Donc là, avec les 3 collecteurs, on a déjà l'équivalent des 6 premiers tomes. Franchement, pour ceux qui veulent découvrir la saga, je vous conseille vraiment celle-ci. Bref, pour moi, L'Atelier des sorciers restera un manga exceptionnel, que ce soit visuellement ou narrativement, un manga que j'aurai toujours envie de relire. On passe maintenant à la septième position avec un livre dont vous avez forcément entendu parler. Franchement, c'est difficile de passer à côté vu le bruit qu'il a fait cette année, puisqu'il s'agit de Force Wing, écrit par Rebecca Yarros aux éditions Hugo au roman. Alors honnêtement, ce livre, il est loin d'être parfait, mais si j'ai choisi de le mettre dans ce top 10, c'est parce que j'étais complètement accro à cette histoire et quand je l'ai refermé, je me suis sentie tellement nostalgique et je me dis que rien que pour ça, il mérite vraiment sa place dans ce top 10. Et dans cette histoire, on va suivre Violette qui était normalement censée rejoindre le cadran des scribes pour avoir une petite vie tranquille au milieu des livres. Sauf que sa mère va s'y opposer totalement et va l'obliger à rejoindre l'Académie de la guerre de Basgat pour devenir à son tour dragonnière et pour ça elle va devoir passer des épreuves mortellement dangereuses. Le problème c'est que Violette elle est hyper fragile et dans ce milieu-là c'est clairement un énorme handicap.
Et à partir de là, on plonge dans un univers d'école militaire avec des épreuves, des dragons, des rivalités, mais aussi de la romance. Et alors oui, soyons honnêtes, l'écriture reste assez simpliste, mais ça se lit tout seul malgré la taille du livre. C'est un petit peu comme regarder une série Netflix, c'est difficile de décrocher et c'est un livre que je vous recommande vraiment si vous avez besoin de vous déconnecter de tout et d'être concentré sur quelque chose parce que c'est vraiment haletant. C'est pour ça que ce livre, il est super bien si vous avez besoin de vous vider la tête, de penser à autre chose, parce qu'il a vraiment la capacité de vous emmener complètement ailleurs. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu frustrée, c'est qu'il y a pas mal d'ellipses temporelles dans cette histoire, dans le sens où parfois certains chapitres se terminent sur une énorme tension et le chapitre suivant, on passe totalement à autre chose, sans réelle explication et parfois ça donne l'impression que certaines choses nous échappent. Et a priori, je suis pas la seule à avoir ressenti ça. C'est un livre que j'ai lu avec Justine de la chaîne La Lectrice Tortue en lecture commune. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description et elle aussi a eu le même ressenti. Je me voyais pas le mettre plus haut dans ce top 10 à cause justement des petits défauts dont je vous parlais, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, un livre qui m'a fait sursauter et parfois même pleurer. Ça reste aussi une romantasy, donc parfois on a quelques facilités scénaristiques, mais honnêtement, je me sentais tellement bien en lisant ce livre, j'avais l'impression de penser à rien d'autre, et ça pour moi c'est l'une des meilleures sensations. Du coup, ce livre, je le vois un petit peu comme une espèce de plaisir coupable à cause de ce truc qui fait qu'on n'arrive absolument pas à le lâcher et j'ai hâte de lire le tome 2. Et on arrive maintenant à la sixième position avec un livre qui m'a bluffé et que je m'attendais pas à autant aimer. Il s'agit donc des Nouveaux Dieux, écrit par J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent, qui au passage est une superbe maison d'édition française. C'est clairement un roman que j'avais pas vu venir et qui mérite amplement sa place dans ce top 10. On suit donc la quintessence, c'est-à-dire un groupe de 5 frères et sœurs qui ont des pouvoirs surnaturels et leurs dons sont hyper variés et surtout hyper bien pensés. Comme celui de Mort par exemple, qui est un personnage qui a un pouvoir assez particulier, et qui est vraiment sombre, presque paranormal et qui apporte une intensité incroyable à l'histoire. Et puis, il y a cette ambiance mystérieuse, un peu obscure, qui m'a immédiatement fait penser à Umbrella Academy, puisqu'on a ce mélange d'orphelinat inquiétant, de chaleur familiale avec des secrets bien cachés. Et dès qu'on ouvre le livre, on ressent tout de suite ce côté plus sombre de l'histoire qui contraste d'ailleurs totalement avec la couverture. Les personnages, eux, sont hyper attachants et comme on alterne assez souvent de point de vue, on a ce sentiment de cohésion de groupe qui fonctionne hyper bien. Et honnêtement, je sais pas pourquoi on n'en entend pas plus souvent parler parce que ce livre est vraiment incroyable. À chaque fin de chapitre, c'est juste impossible de s'arrêter. Mais la vraie surprise pour moi, c'est la plume parce que je m'attendais à un style assez jeunesse et en fait, pas du tout. Parce qu'au final, l'écriture, elle est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus mature que ce que je m'étais imaginé. Ça se lit vraiment tout seul, c'est hyper haletant, mais à côté de ça, on a des moments beaucoup plus touchants qui m'ont même émue à certains moments. Et je crois que ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est l'atmosphère, parce que ce livre, il a une aura assez particulière. Ça se ressent surtout au niveau des illustrations, parce que je trouve qu'à l'extérieur, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une ambiance un petit peu étrange. Et puis la fin, elle est assez ouverte, clairement pensée pour une suite, que j'ai vraiment hâte de découvrir parce que le premier tome m'a totalement convaincue. On passe maintenant à la cinquième position avec une bande dessinée qui est clairement dans mon top absolu, peut-être même ma bande dessinée préférée. Il s'agit du Grimoire d'Elphie écrit par Arleston, Alouette et Mini Ludwig aux éditions Draco et c'est pas la première fois que je vous en parle mais cette fois-ci j'ai avancé jusqu'au tome 4. Alors, sans entrer dans les détails, le point de départ de la série, c'est qu'on va suivre Elfie et ses deux sœurs qui vont sillonner les routes dans un bus transformé en librairie ambulante. Le rêve absolu. Et très vite, Elfie découvre qu'elle a hérité d'un grimoire magique, un livre qui s'anime et qui va l'accompagner au fil de ses aventures. C'est donc de la pure cosy fantasy avec beaucoup de douceur, mais aussi une vraie part de mystère et d'aventure. Et ce que je trouve génial, c'est que la magie, elle est toujours hyper bien dosée.
dans le sens où elle prend pas toute la place parce qu'il y a toujours un vrai contexte derrière une intrigue qui est solide. Et chaque tome raconte une histoire différente, mais toujours avec cette même continuité, cette librairie et la particularité magique d'Elfie. Et le dernier que j'ai lu, c'est donc le tome 4 qui est Le trésor de la trichomancienne, qui nous embarque au cœur des Pyrénées et celui-ci, il est hyper touchant parce qu'il nous parle de deuil, mais aussi de transmission et on a même une forme de magie qui est intimement liée à l'art du tricot et ça, c'est juste un exemple du type de magie qu'on peut retrouver dans cet univers. Et franchement, c'est ce que j'adore dans cette série parce qu'on a toujours une forme de magie complètement inattendue. Et alors, les couleurs, c'est clairement l'un des plus gros points forts de cette bande dessinée parce que on a des teintes hyper lumineuses, hyper chaudes et automnales. Ça donne l'impression de plonger dans un petit cocon. Et même si c'est une bande dessinée qui s'adresse à un public plutôt jeunesse, on a une sorte de double lecture, un peu comme dans les Disney, qui fait qu'on a des nuances beaucoup plus profondes. Enfin voilà, si vous avez besoin d'une lecture douce et réconfortante, foncez. On arrive déjà en haut du classement avec la quatrième position et là c'est vraiment un énorme coup de cœur. Il s'agit de Noblesse oblige écrit par Maïwenn Alix et publié chez Slalom Éditions. Et alors comment vous parler de ce livre? C'est un livre qui m'a retourné, un livre qui m'a impressionné et choqué du début à la fin. Si vous aimez l'intensité dans les livres, clairement avec celui-ci, vous allez être servi parce que on a une intensité grandissante à chaque chapitre et on a une fin qui est spectaculaire. Et pour moi, celui-ci, c'est vraiment un petit diamant de la littérature young adulte. Déjà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, violent, dans le sens où on a certaines scènes qui sont assez marquantes, assez, percutantes et c'est plutôt rare dans ce genre littéraire. Je m'attendais à ce que les émotions soient beaucoup plus lisses, plus soft, on va dire et alors pas du tout. Et ce qui est encore plus frappant, c'est le décalage avec la couverture qui dégage une certaine légèreté, comme si on allait plonger dans quelque chose de beaucoup plus calme, alors qu'en réalité, l'histoire est bien plus sombre et tordue que ce que ça laisse présager. Je dirais même que c'est un des livres les plus intenses que j'ai pu lire et il y a cette ambiance un peu Regency qui m'a beaucoup fait penser à la chronique des Bridgerton, sauf que bah, là du coup ça se passe en France et c'est surtout une version beaucoup plus cauchemardesque puisqu'on est dans une uchronie où la Révolution française n'a en fait jamais eu lieu, donc la monarchie existe encore et elle est dirigée par Louis XXI qui essaye de maintenir le peuple sous contrôle à l'aide de toutes sortes de télé-réalités dont la plus célèbre est justement Noblesse oblige. Et je trouve que l'idée de base, elle est juste incroyable. Et on va avoir dans tout ça de jeunes roturières qui vont être sélectionnées pour intégrer la cour et surtout rencontrer des héritiers pour essayer de faire un mariage avantageux. Et c'est là qu'on va rencontrer Gabrielle, une héroïne anti-royaliste qui va se retrouver candidate au cœur de cette émission et elle va se rendre compte que derrière toute cette mise en scène, il y a une réalité qui est en fait beaucoup plus sombre. Et c'est justement ça qui rend cette lecture si haletante parce que derrière les robes, derrière les balles, il y a une noirceur qui s'intensifie au fur et à mesure de l'histoire. Et en plus, c'était la première fois que je lisais un livre écrit par Maïwenn Alix et franchement, je pense que ça va devenir une de mes autrices préférées parce qu'elle a une plume hyper sophistiquée mais en même temps hyper fluide et addictive qui rend la lecture impossible à lâcher. Je m'attendais clairement pas à être autant retournée, mais c'est ce qui en fait un énorme coup de cœur et j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans le tome 2. On arrive sur le podium avec à la troisième position l'une de mes plus belles découvertes de l'année. Il s'agit de Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim, publié chez Lumen. Et pour vous situer un peu l'histoire, on va donc suivre Shiori, qui est la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata et qui découvre que sa belle-mère pratique une magie noire interdite et va donc se retrouver frappée par une terrible malédiction, dans laquelle ses frères sont métamorphosés en grues et le moindre mot prononcé condamne l'un d'entre eux à mourir. Donc forcément, elle se retrouve complètement seule et doit trouver le moyen de briser ce sortilège en silence sans parler.
Et franchement, j'arrivais plus à lâcher ce livre. C'était tellement envoûtant, tellement addictif et j'avais cette sensation que tout devenait réel et parfois j'ai même eu peur pour le personnage de Shiori et ça a rendu cette lecture encore plus intense. Et je me rends compte que ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'on a 2 ambiances, puisqu'on va avoir le côté un petit peu onirique et poétique qui va être mêlé à toute cette cruauté et toute cette brutalité qui reflètent les contes originels. Et c'est justement ce contraste qui crée une atmosphère unique, à la fois sombre et féerique, et c'est exactement ce que je recherche dans la fantaisie. Et puis Shiori, c'est un personnage que j'ai adoré suivre parce qu'elle est courageuse, combative, elle repousse tout le temps ses limites. C'est vraiment un personnage qui force l'admiration. Il y a aussi une toute petite touche de romance qui est très discrète, jamais au premier plan, mais ça ajoute encore plus de poésie à l'histoire. Bref, Six couronnes écarlates, c'est un conte à la fois épique, sombre et poétique, et c'est justement ce fameux coup de cœur dont je vous parlais au début de la vidéo qui mérite largement sa place dans ce top 10. On arrive à la deuxième position et là je voulais absolument vous parler d'une bande dessinée qui m'a vraiment scotché, Lightfall, écrit par Tim Probert aux éditions Gallimard bande dessinée. Et c'est pas la première fois que je vous en parle, mais cette fois j'ai avancé dans la série puisque j'ai lu donc le tome 3. Le point de départ, c'est qu'on est dans le monde d'Irpa, où l'on suit Béa, une jeune fille qui vit avec son grand-père, un cochon sorcier, qui est le gardien de la flamme éternelle. Mais quand il disparaît mystérieusement, Béa doit trouver le courage de partir à sa recherche, et le chemin est loin d'être simple parce qu'elle souffre d'une anxiété maladive. Et c'est là qu'elle rencontre Cad, un galdurien optimiste et intrépide, qui va devenir son compagnon de route et surtout un vrai rayon de soleil dans cette aventure. C'est une bande dessinée qui mélange vraiment tout ce que j'adore dans la fantasy parce qu'on a de l'amitié, une quête initiatique, des paysages qui sont époustouflants et des créatures qui rappellent un petit peu l'univers de Miyazaki et tout ça dans une ambiance lumineuse, poétique, mais qui sait aussi être beaucoup plus sombre quand il le faut. Et moi, ce qui m'a fait vraiment craquer pour cette bande dessinée, c'est son atmosphère avec les couleurs très chaudes et automnales. Le fait que c'est hyper cosy, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de se blottir dans un plaid et de se laisser emporter par l'histoire. Visuellement, c'est une merveille, mais ce que je trouve très fort, c'est la manière dont elle aborde des sujets beaucoup plus profonds comme la peur, l'anxiété, la confiance en soi, mais avec beaucoup de délicatesse. Enfin voilà, Lightfall, c'est l'une de mes plus belles découvertes graphiques. C'est une bande dessinée qui m'a à la fois émerveillée et réconfortée et qui méritait amplement sa place aussi haut dans ce top 10. Et on arrive tout en haut du classement avec à la première position mon plus gros coup de cœur de l'année. Il s'agit du Prince Cruel écrit par Holly Black aux éditions Rajo. Alors honnêtement, j'avais un petit peu d'appréhension avant de me lancer parce que je me souviens qu'à l'époque de sa sortie, il y avait eu de très bons retours, donc j'étais hyper confiante. Et ensuite, on a eu des avis un petit peu plus mitigés de certains lecteurs qui trouvaient que l'univers, il était trop politique, voire trop complexe. Et franchement, je sais vraiment pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'on a de la stratégie politique, mais c'est amené de manière tellement fluide, tellement accessible. Après, peut-être que si on n'aime pas du tout ça, ça peut bloquer, mais honnêtement, je trouve que ça rend l'univers encore plus immersif. Surtout qu'au final, faut bien avoir en tête qu'on est sur un roman de fantasy, c'est pas du tout une romantasy, même si on a une petite romance, c'est vraiment pas le sujet principal de l'histoire. Là, on est vraiment sur un monde de fantasy complètement immersif et féerique dans lequel une héroïne va tenter de survivre et c'est un monde qui est un peu impitoyable puisqu'on va suivre Jude, une héroïne humaine plongée dans un monde de faées qui va être obligée de redoubler d'efforts pour atteindre le même niveau que des créatures qui ont naturellement un avantage sur elle. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'elle est hyper combative dans le sens où elle ne lâche rien et c'est une héroïne qui a de la profondeur avec des contradictions, qui va être à la fois forte mais aussi fragile et c'est ce qui la rend passionnante à suivre. Et il y a aussi l'univers qui est tellement magique. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi féerique, aussi lumineux par moments. On a presque envie de se téléporter dans cet univers. Mais en même temps, on n'oublie jamais la cruauté des faées puisque leur nature propre les empêche de mentir. Du coup, ils ont recours à toutes sortes de manipulations, de tromperies, ce qui les rend vraiment fascinants, mais aussi terriblement inquiétants.
Alors oui, le premier chapitre est assez violent. Je me suis même dit: «Mais où est-ce qu'on va là du coup?» Et au final, ça installe une tension qui va planer tout au long de l'histoire. En tout cas, ce qui fait que le prince cruel se retrouve en première position, c'est qu'il m'a vraiment tout donné, que ce soit de l'émerveillement, de l'adrénaline, un personnage que j'ai adoré avec des complots politiques passionnants et surtout une atmosphère à la fois féerique et obscure. Enfin voilà, ça me fait un petit peu la même sensation que pour la Guilde des Ombres. Je pense que c'est une lecture que je n'oublierai jamais. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'ai adoré partager avec vous tous ces livres qui m'ont marqué. Et d'ici janvier 2026, tout peut encore changer. Peut-être que d'ici là, il y aura de nouveaux coups de cœur qui viendront chambouler ce classement. En tout cas, moi, je suis vraiment hyper curieuse de savoir, vous, quelles ont été vos meilleures lectures. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça pourra me donner des idées pour mes prochaines lectures. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.